Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission dominicale de décryptage de l'actualité de notre pays. Le Bénin est à la croisée des chemins entre les promesses d'une industrialisation en point de développement et les cris d'alarme d'une opposition incisive ces derniers temps. Notre pays bouillonne de questions, réformes politiques, enjeux économiques, liberté publique. Le débat est parfois houleux et passionné. Les positions tranchées et l'avenir de nos concitoyens se jouent en attendant 2026. Pour éclairer notre lanterne et apporter des réponses concrètes, nous avons l'honneur d'accueillir ce dimanche matin une voix autorisée de la mouvance présidentielle, un acteur central de la gouvernance actuelle, Omolade Rodono Soro Jacques Ayadi. Il est ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie du président de la République. Monsieur le ministre, des millions de Béninois vous écoutent en ce moment, tellement les questions sont nombreuses et les attentes sont si grandes. Vous êtes sur le plateau pour tout nous dire avec franchise, je l'espère. Bonjour, monsieur Ayadi. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un grand plaisir que j'éprouve ce matin d'être ici pour m'adresser au peuple béninois. Voilà, merci d'accepter en tout cas notre invitation. Je suis avec Eric Guédénon pour conduire cet entretien de 60 minutes chrono. Eric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud, Jacques Ayadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le président du parti Moël Bénin. Cette semaine, nous vous avons vu encore sur le terrain, justement. Vous avez effectué une descente pour visiter des infrastructures. À quoi servent ces nombreuses tournées que vous effectuez? Les ministres conseillers ont pour charge essentielle de mettre la lumière sur ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire depuis 2016. Nous avons fait et il est arrivé le moment de faire savoir. Donc c'est dans cet exercice de faire savoir au peuple béninois ce qui a été fait des 2 mandats accordés au chef de l'État que nous sommes sur le terrain. Pas seulement pour mettre la lumière sur ce qui est fait, mais pour recueillir également les préoccupations des populations. Et quand vous descendez comme ça, quel est le constat que vous faites? Le cas de Sémin où le temps est un peu monté, on vous a vu avec l'entreprise qui est en charge des travaux, c'était un peu dur. Plutôt le cas d'Ekpe Tchonvi, c'est ça? Oui, bon, vous savez, certaines entreprises exhibent leurs défaillances. Et lorsque les populations ne sont pas contentes de ce qui est en train d'être réalisé, le ton peut monter. C'est pourtant le gouvernement qui les a recrutés. Oui, bon, vous savez, lorsque vous lancez un processus de recrutement d'une entreprise, il y a la présomption de capacité qui est démontrée par les pièces que les soumissionnaires fournissent. Donc, ce n'est pas parce que nous avons recruté une entreprise qu'on va fermer les yeux sur les défenses de cette entreprise-là. Il est déjà arrivé au gouvernement de la rupture de résilier des contrats à des entreprises choisies par lui-même. Donc voilà. Alors en gros, votre constat, les infrastructures, l'évolution des travaux, satisfaisant? Oui, globalement, très satisfaisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il n'y a pas quelques points noirs. Et donc le chantier Ekpe Tchonvi fait partie des points noirs. Mais comme je l'ai promis sur le terrain, il ne manque... tous les 15 jours, je serai là. Je vais les marquer à la culotte pour que ce qui est prévu par le gouvernement soit fait. Qui le veut. Le malchance peut-être, c'est d'être du domaine et donc vous faites sur les détails. Pourquoi vous dites que c'est leur malchance? Vous connaissez très bien. Oui, mais c'est pour ça que le président de la République m'a confié cette mission. Donc je le ferai avec beaucoup de détermination, beaucoup de dévouement. Et je serai beaucoup plus sur les fronts où ça ne marche pas. Beaucoup plus. Alors, parce que nous avons l'ambition d'avoir du 100% comme bilan. Donc nous irons chercher les derniers points qui nous manquent. Voilà. Et comment ça va se faire pour atteindre ces 100%? Quand même, on a promis aux Béninois de livrer ces infrastructures à bonne date, avec ces écarts que vous avez notés sur le terrain. Comment on peut rattraper tout ça? Vous allez voir comment ça sera rattrapé. Il y aura un suivi très rapproché
plus rapprochée que nécessaire, parce que cette entreprise a montré qu'il faut être derrière elle, et nous serons derrière elle pour le bonheur des populations de Thionville et d'Ekbé. Est-ce que cela aussi n'est pas une défaillance de notre administration? Parce qu'une entreprise qui travaille du jour comme de nuit, qui est toujours là, une administration qui ne manque pas d'aller vérifier chaque jour ou chaque 3 jours, on attend et on se rend compte qu'il y a un si grand retard. Non, mais les gens n'ont pas attendu, les gens font ce qu'ils doivent faire. Les gens font le suivi, mais il ne faut pas aller remplacer l'entreprise sur le terrain. Vous allez voir que sur ce chantier-là, nous avons dû faire appel à 2 autres entreprises pour venir suppléer cette entreprise qui est défaillante. Donc, je ne peux pas dire ici que les gens ne font pas leur travail. Alors, vous avez dit que l'objectif, c'est de faire du 100%. Quelle est la priorité de Patrice Talon pour le reste du... Et vous-même qui êtes de la mouvance, pour le temps qui lui reste à passer? Mais la priorité, c'est de faire en sorte à bien achever ce qui est entamé. Bien achevé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, lorsque nous allons un peu dans le septentrion, il y avait quelques routes qui étaient très attendues par les populations. Par exemple, dans l'Atakora-Donga, les routes qui desservent la zone de Kouandé, les 2 KP, ainsi de suite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je constate que vous êtes plutôt en train de recevoir le ministre conseiller aux infrastructures plutôt que de recevoir le président de Moelle Bénin. Je suis sur ce plateau en ces qualités, mais ça ne m'empêche pas de répondre à vos questions parce que c'est des questions qui sont à ma portée. Je pense que les 2 KP sont en chantier. Aujourd'hui, lorsque vous prenez Djougou, Penko, Kérou, Banikwara, c'est un axe qui est en chantier. Lorsque vous prenez Kota, Kouandé, Penko, il est également en chantier. Donc voilà. On les aura avant la fin du régime. Bien sûr, bien sûr. Allez, vous êtes, Eric le disait tout à l'heure, le président de Moelle Bénin également. On a constaté quelques rencontres entre partie de la mouvance récemment. Biotchani, à la tête d'une délégation, s'est rendu au siège de l'UP Le Renouveau. On se demande où se trouve le Moelle Bénin dans tout cela. Qu'est-ce que vous faites en lien avec ces autres parties de la mouvance présidentielle? Donc vous ne nous avez pas vu, nous aussi, aller au siège de l'UPR? Dites-nous. On est allé au siège de l'UPR, on a rencontré le Bloc républicain, on est allé au siège de la Révolution nationale, dont les 4 partis de la mouvance aujourd'hui, les 4 partis, disons, je ne veux pas donner un adjectif pour frustrer, mais ces 4 partis que je viens de citer travaillent en bonne intelligence. Donc peut-être que vos caméras ne voient que les mouvements entre UPR et BR, mais il y a eu également des mouvements entre... À quel niveau se situent aujourd'hui les discussions entre les 4 partis de la mouvance? Les 4 partis de la mouvance travaillent ensemble pour que la dynamique que nous avons commencée en 2016 et qui fait ses preuves, reconnues de tous, puisse continuer. Nous travaillons ensemble. On n'a pas vraiment... et nous allons aborder les échéances de 2026 ensemble sous la conduite du chef de l'État. Alors, je ne sais pas si nous faisons le même constat, on n'a vraiment pas le sentiment que vous travaillez vraiment ensemble. Oui, mais quels sont les éléments à votre portée qui indiquent le contraire? Le terrain n'est pas occupé, vous ne parlez pratiquement pas de cette perspective des élections générales, les candidats sont inconnus, rien du tout. Comment le terrain doit être occupé? Vous ne voyez pas les partis politiques les partis politiques de la mouvance sur le terrain? Monsieur le ministre pose beaucoup de questions. Ouais. Vous allez répondre si vous avez des offres. Et lorsque vous voyez les ministres conseillers sur le terrain... C'est politique. Ben c'est politique. Il y a pas les fonctions de ministres conseillers sont des fonctions éminemment politiques. Parce que nous sommes... Donc quand vous descendez, vous faites campagne aussi en même temps? C'est pas la campagne. Nous sommes en train de défendre un bilan. Nous sommes en train de défendre un bilan parce que les gens qui sont en face de nous étaient très contents quand le chef de l'État nous avait instruit les premières années de sa gouvernance de nous focaliser sur le travail et de laisser les populations nous juger sur les faits. Ils étaient contents. Et le terrain était livré, était laissé à eux avec les intoxications qu'il y a.
Mais lorsque, à un moment donné, le chef de l'État a dit, bon, nous avons assez fait, maintenant il faut qu'il y ait une équipe de cadres autour de lui pour aller faire savoir ce que porter la bonne nouvelle. Non, faire savoir, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce que vous avez réalisé, c'est de bonnes nouvelles pour la population. Quand on parle de bonnes nouvelles, c'est une question de foi. D'accord? Non, c'est une question des choses à venir. Non. C'est des choses qui sont réalisées dans tous les domaines. Et il faut aller mettre la lumière, les projecteurs sur ces choses-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Et ça fait partie de l'occupation du terrain. En tout cas, vous jouez ce rôle en tant que ministre conseiller. Quand on en vient à présent, avec votre formation politique, quel est le rôle que Moël Bénin compte jouer aux côtés des autres formations politiques de la mouvance pour 2026? Vous aurez la possibilité de choisir aussi votre candidat? Nous avons la mouvance présidentielle dans son ensemble a un coach. D'accord? C'est qui le coach? Le coach, c'est le président de la République. Il est concerné? Patrice Talon. Bien, il est concerné. La mouvance présidentielle a un chef aujourd'hui. Donc c'est lui qui va identifier les joueurs. Ce chef, il est le président de la République, son excellent Patrice Talon. Il nous regarde. Il nous regarde. Vous savez qu'à un moment donné, lorsque vous avez une équipe de football, chaque joueur, lors des entraînements, montre de quoi il est capable. Et c'est le coach, dans son intimité, positionne. Mais ça fait depuis 2016 que ce coach est là, il vous observe, oui. Mais on n'a pas le sentiment qu'il a déjà dit son dernier mot. Hein. Il continue pas à vous observer à quelques mois encore de ces élections. Vous avez déjà vu un entraîneur de football rendre public ses 11 des mois avant un match. Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'en ai pas encore vu. Donc, la veille ici, ce n'est pas comme un match où on peut rendre à 3 jours, en tout cas du match, la liste des joueurs publics. Il faut beaucoup de temps, par exemple, pour faire connaître le candidat. Il faut du temps pour faire partager un peu l'image même de ce candidat, ce qu'il compte faire pour les Béninois. Et ce n'est pas comme un match de football où techniquement tout est déjà prévu. Ici, nous sommes sur le terrain politique et il faut aller battre le rappel de la troupe. Il faut aller convaincre les populations pour ne pas être surpris lors des consultations électorales. Est-ce que même dans les grandes démocraties, vous connaissez vraiment le candidat? Oui, mais il y a un processus. Quand vous prenez les États-Unis, mais vous ne savez pas si le processus est en cours. Dites-le nous. Est-ce que c'est vous ne savez pas que le processus c'est pour ça qu'on pose la question. Ça doit être un tabou pour notre pays qui a déjà fait toutes ces années de marche. Ce n'est pas un tabou. Chaque camp a sa stratégie. Quelle est la vôtre? Et la stratégie est en cours. Quelle est la vôtre? La vôtre, c'est le silence, c'est le cacher, ce que vous faites. En fait, lorsque c'est pas tout qui se met à tout moment sur la place publique. Le timing que nous avons, c'est un timing qui se déroule. Ou à vrai dire, c'est peut-être le coach qui ne s'est pas encore décidé. Pardon? C'est peut-être le coach qui ne s'est pas encore décidé. En tout cas, le processus est en cours. De quoi avez-vous peur de nous dire tout ça là, déjà maintenant? Qu'est-ce qui fait peur à la mouvance? Vous sentez une peur à mon niveau maintenant? On a le sentiment que sur le sujet, vous hésitez. De la mouvance présidentielle. On a l'impression qu'on n'a pas envie de toucher, on a peur de se brûler le non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous avons un processus à l'interne pour choisir. Parce que vous parlez de l'élection présidentielle. Bien sûr. Parce que vous ne parlez pas des autres. C'est ça qui nous intéresse. Donc, il y a un plan qui est en cours. Candidat Dazanay vous a lancé un défi, que vous n'êtes pas suffisamment courageux pour... a lancé le défi à qui? Pour choisir votre candidat. Non, mais... Autant que vous êtes dans la mouvance, personne n'est courageux à le faire. Moi, je l'ai écouté. Je ne pense pas qu'il ait lancé un défi à la mouvance présidentielle dans son ensemble. Il a lancé un défi à des individualités au niveau de la mouvance. D'accord? Qui sont des acteurs de la mouvance. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une cohésion. Il faut travailler à une cohésion. Donc, les ambitions, il faut les taire et rester dans ce processus-là pour que, lorsque la fumée blanche apparaîtra, que ça
ça fasse mouche. Alors dites-nous, quand est-ce qu'on aura cette image d'ensemble de tous les partis de la mouvance, les 4 par exemple, en train d'aller sur le terrain ensemble, en train de travailler ensemble, en train d'aller battre campagne ensemble? Quand est-ce que cette image-là va venir? D'abord, les 4 partis ne peuvent jamais aller sur le terrain ensemble en ce qui concerne toutes les élections. En ce qui concerne l'élection présidentielle, vous aurez ça. Mais lorsque les 4 partis iront chacun aux autres élections, à savoir l'élection législative et l'élection municipale et communale, on ne peut pas quand même aller ensemble sur le terrain pour... Oui, puisqu'on a focalisé les attentions sur la présidentielle, on en parle. La fusion, est-ce que ça va arriver? Et quelle fusion? De tous les partis de la mouvance. Est-ce qu'il faut faire une fusion pour aller forcément aux élections présidentielles? Vous ne pensez pas que c'est un atout? Non, c'est pas vrai. Vous irez en rang dispersé alors? On aura un ou des duos en commun. D'accord? Et nous allons supporter ces duos-là. Un ou des duos? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Mais non, la stratégie sera retenue par la mouvance. On peut décider d'avoir un duo unique, d'accord? Ou on peut décider d'avoir 2. Politiquement, est-ce que c'est rentable pour vous? Ça dépend. De quoi? Ça dépend. Ça dépend du diagnostic et de la stratégie. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore fait votre diagnostic. Mais je ne suis pas, comment on l'appelle, je ne suis pas le chef de la majorité présidentielle. Non, c'est vous qui allez plutôt lui. Vous lui proposez et il va habiter. Et vous voulez que Si déjà, nous sommes en mai aujourd'hui, nous sommes déjà, disons, à la veille pratiquement de 2026. Si vous n'avez pas encore fait le diagnostic, c'est pas mais préjudiciable. Donc vous voulez que j'utilise vos plateaux comme vecteur pour parler au chef de la majorité présidentielle? Non, je ne dis pas ça. Donc, vous pouvez dire que vous avez déjà fait un diagnostic. Mais à vous entendre, c'est que rien n'est encore fait. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit ça. Donc nous sommes en train de travailler au niveau de la majorité présidentielle pour arrêter une stratégie de combat pour que la dynamique se poursuive au-delà de 2026. On va aborder notre sujet, président Jacques Kayadi. Dans la nuit de mercredi 21 au jeudi 22 mai 2025, le juge des libertés a ordonné le placement sous mandat de dépôt de M. Richard Bonioro pour des faits de présumée corruption. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire? Moi, je ne suis pas... je suis assez discipliné pour ne pas aborder sur un plateau de télévision une affaire qui est pendante devant la justice. Ce sera votre réponse? C'est ma réponse. Vous l'avez reçu quand même à votre siège, oui. dans le cadre des échanges bien sûr. entre partis politiques. Bien sûr. Mais nous l'avons reçu. Vous étiez prêt à travailler avec lui? Et pendant que nous le recevions, il n'y avait pas cette affaire. Donc vous êtes déçu? Vous regrettez de l'avoir reçu? Et il est présumé innocent. Par conséquent, moi, je ne peux pas être déçu parce que quelqu'un est en détention provisoire. Pas du tout. Pas du tout. Alors, quand vous l'avez reçu, vous avez vu en lui un homme très engagé politiquement qui avait envie d'aller loin, de bouger les lignes. En tout cas, j'ai rencontré un monsieur qui m'a donné l'air d'une personne formidable. C'est pas le cas? Mais je dis, mais c'est la perception que j'ai eue. Ça a changé aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé à mon niveau. C'est pas parce que quelqu'un a des difficultés que il faut rejeter la personne. Moi, j'ai vu quelqu'un de très poli, de très... Enfin, il m'a donné l'air de quelqu'un de bien. C'est tout. C'est tout. Mais je ne veux pas rentrer dans une affaire qui est pendant devant la justice. Mais l'affaire dans laquelle il est impliqué, il est question aussi des cadres de votre administration publique. Vous êtes aussi un cadre. Vous imaginez que malgré tout ce que le gouvernement fait pour lutter contre la corruption, que nous continuons encore en tout cas, à observer... Vous voulez parler sur un plateau de télévision d'une affaire qui est pendant devant
La justice. On comprend votre ligne de défense. Moi, je ne vous y aiderai pas. Au moins, est-ce que cette lutte que le gouvernement mène contre la corruption, est-ce qu'elle est efficace? Je ne vous y aiderai pas. Par rapport à quoi, Président? Une affaire qui est pendant. Là, nous ne parlons plus de Richard Bonivorou. Nous parlons de la lutte contre la corruption. Le phénomène dans sa globalité. Bien sûr, oui. Je crois que ça fait son. Parce que le phénomène n'est pas devant la justice. Non. Si vous avez. La pratique de la corruption sous la rupture. Il a fermé la parenthèse de notre compatriote qui est en difficulté. Bon, on peut faire. Alors que dites-vous alors de la lutte contre la corruption sous la rupture? C'est pas parce qu'on a commencé une lutte contre un phénomène que dès le lendemain, le phénomène sera réglé. D'accord? Donc c'est une lutte de longue haleine. Je sais qu'aujourd'hui, les Béninois ont moins de comment on appelle de facilité à faire ce qui se faisait avant. Donc c'est déjà quelque chose. Vous êtes sûr? Bien, je ne veux pas donner. Peut-être qu'il y a des dossiers dont on n'a pas connaissance. C'est peut-être ça qui vous donne ce sentiment. Je ne veux pas donner des exemples pour stigmatiser des corps dans notre pays. Mais des exemples existent. Ou dès que vous tentez même quelque chose, on dit je ne veux pas de problème. D'accord? Des exemples existent. Il suffit de circuler sur nos routes. Vous allez voir que les comportements d'avant ne s'observent plus. Ou alors ne s'observent plus avec l'acuité d'avant. Donc c'est déjà... Pour faire 1000 pas, il faut faire un premier, un deuxième, un troisième, etc. Donc, la lutte contre la corruption, l'éradication de la corruption dans notre pays est en marche. Quelle place cela occupe dans vos programmes de société, dans vos actions, dans votre programme de législature? Je sais que vous y tenez beaucoup, vous en avez un au niveau de Moël Bénin. Quelle place la lutte contre ce phénomène-là occupe dans les débats chez vous? Mais tout, c'est la bonne gouvernance. Hein. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans parler de la lutte contre la corruption. Président Jacques Kayadji, si la Criette s'intéresse sur la façon dont M. Richard Bonivorou a obtenu son récépissé du côté du ministère de l'Intérieur, on se pose aussi la question, à votre niveau, comment à la tête de Moël Bénin, vous avez reçu votre récépissé à vous? On a reçu dans les conditions les plus normales possibles. Plus normales possibles. Est-ce que le processus n'a pas été corsé à votre niveau au point de vous amener à mettre la main à la poche, ou les cadres ne vous ont pas proposé ce genre de service? Il n'y a pas de processus particulier à un parti politique. La loi, c'est la loi, elle est valable pour tout le monde. Donc le processus de création d'un parti politique n'est pas plus corsé à Moël Bénin qu'à un autre parti politique. Nous sommes tous soumis à la même loi. Et je pense que c'est en respectant cette loi-là que nous avons obtenu notre récépissé. Voilà. Allez, j'ai envie de poser une question avant de changer un peu d'axe de discussion. Nous parlons politique, nous parlons 2026 et tout. Mais est-ce que à la date d'aujourd'hui, si on organise les élections tout de suite là maintenant, Monsieur Ayadji, est-ce que la mouvance est sûre de remporter ces élections? Mais est-ce que vous connaissez un candidat à un examen qui prédit qui va échouer? Nous avons le bilan parle pour nous. Tout chose égale par ailleurs, il n'y a pas de raison que nous ne remportons pas les élections. Il n'y a pas de raison. Puisque le bilan est là, il parle. Est-ce que les citoyens partagent ce bilan? Parfois, on a le sentiment qu'entre le bilan que vous défendez, au niveau de l'opinion, il y a quand même quelques frustrations. Mais quelle est votre opinion à vous? C'est une question que je vous fais. Donc, dites-nous si ce n'est pas le cas, dites-nous que ce n'est pas le cas. Vous allez poser la question. Non, si ce n'est pas le cas, dites-nous que ce n'est pas le cas. Je pense que le Bénin se transforme. Et se transforme dans le bon sens. Il faut le reconnaître. Ne pas le reconnaître, ça fait pas bien. Par endroit, il y a des sentiments de rejet. Hein. On dit, oui, on développe le pays, mais nous ne mangeons pas à notre faim, nous n'assurons pas les 3 repas, on ne voit pas le changement dans nos poches. Quand vous écoutez ces discours-là, sur quoi vous comptez finalement pour faire
pour empiler ou pour poursuivre la dynamique en 2026? Moi, je pense que pour réussir un examen de façon excellente, on n'a même pas besoin d'avoir 20 sur 20. Je ne dis pas que nous avons réussi en tout, mais je pense que nous avons eu une note largement supérieure à 17 sur 20. Et quand vous avez une note comme ça à un examen, bien sûr, si vous avez une note comme ça à un examen, mais on vous porte en triomphe. On vous célèbre. Vous serez célébré en 2026. En tout cas, je pense que le chef de l'État, il a mis la balle tellement à un niveau où il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre choix que d'être célébré. Alors, jusqu'au dernier moment, il faut s'assurer de ce qu'il n'y a pas des failles dont les autres peuvent profiter. Qu'est-ce qu'il faut encore revoir aujourd'hui? Quels sont les pignons qu'il faut... Qu'est-ce que vous appelez failles? Ben, vous avez des points de satisfaction forcément dans une gouvernance. Est-ce que vous n'êtes pas fier d'être à Cotonou et dans les grandes villes? Cotonou, le Bénin, c'est pas Cotonou seul, c'est pas c'est Manonville, c'est Wassapionko, c'est Kandi, c'est Ndali, c'est Bembereke, c'est Savet, c'est Dassa. Tous ces noms que vous donnez me confortent dans ma question. Si vous allez à Kandi, vous allez voir que Beroubou Kandi, Manonville est presque achevé. D'accord? Vous avez encore dit quoi? Vous avez dit Kondé. Dans votre volet, vous vous sentez très à l'aise. Il y a eu beaucoup de chantiers. Il y a eu beaucoup de chantiers routiers. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous ne voyons plus des chefs d'État à Cotonou se mettre en botte pour aller admirer les inondations à Cotonou. Ou bien? Mais, on admirait les inondations. Mais c'est pas des statues. Il y avait un rituel qui se faisait en temps où, à chaque saison des pluies, bon, les gens sortaient, on allait dans les eaux, et on montrait au peuple, voilà, nous sommes envahis. Et c'était comme une fatalité. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, avec les réflexions qui ont été faites au niveau du gouvernement, avec le programme d'assainissement pluvial de Cotonou et de certaines villes secondaires, mais vous sentez quand même qu'on ne fait plus ça. Donc quand on a réussi à faire des choses du genre, des choses qui étaient vraiment de l'ordre de l'impossible, et qu'on le réalise, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas être fier. Il faut être fier, et je sais que, bien qu'en me posant la question, vous êtes quand même très fier du bilan que nous avons. Vous n'entrez pas dans nos esprits. Vous parlez de nous. On va pas vous aider à faire votre bilan, Monsieur le Président. Parce que vous avez dit ne pas nous aider aussi sur comprendre certaines questions. Non, j'ai dit que je ne vais pas vous aider. Non, je vous ai dit que vous n'allez pas vous aider à débattre sur un plateau de télévision une affaire pendante devant la justice. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. On vous a compris. Voilà. Et pour vous, donc cette fierté est vraiment partagée par les Béninois. Oui, je pense que lorsque vous sondez les Béninois, ils sont... Mais s'ils ne le disent pas, parce que en fait, les gens veulent voir la manifestation de l'évolution de notre pays, ils veulent voir ça dans leur poche, ce qui est vraiment légitime. Mais ça va venir. Quand? Ça va venir. Mais vous finissez, que vous le dites. Non, en fait, le Bénin, il est éternel. Hein. Ce que, en fait, le président Talon, vraiment, il a eu le plus dur du travail à faire. C'est-à-dire ériger déblayer le terrain, les fondations. C'est ça qui est plus difficile. Lorsque vous voulez construire un bâtiment, quelle que soit sa complexité, lorsque vous arrivez à faire la fondation et à le mettre hors d'eau, le reste, donc il faut peut-être reconnaître que ce travail lui a pris 10 ans et que ces promesses de desserrer la ceinture, de changer la vie des Béninois, que nous n'y sommes pas du tout. La vie des Béninois est largement changée. D'accord? Lorsque vous prenez votre voiture, vous prenez votre moto, et vous empruntez le réseau routier aujourd'hui au Bénin, vous n'êtes pas là en train de changer les pièces de votre véhicule. Alors pour vous, le développement se limite à ça? Le développement infrastructurel, le développement routier, et c'est tout? Ben, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, vous avez le microcrédit au plus pauvre, vous avez.
Vous avez la digitalisation. Hier, pour prendre un casier judiciaire, si vous êtes né à Nati-Tengou, vous êtes obligé d'aller à Nati-Tengou avec tous les risques que ça comporte. Vous êtes obligé d'aller résider à l'hôtel si vous devez attendre pour retirer cette pièce-là. Et puis vous prenez un seul exemplaire pour ce que vous avez payé. Aujourd'hui, vous payez une seule fois, vous pouvez en tirer 1000. Parce qu'on vous envoie votre dossier, votre pièce, là où vous êtes. Vous pouvez payer votre facture d'électricité et d'eau de votre portable. Vous pouvez payer vos impôts. Les gens n'ont pas idée de ce que ça représente. Hier, si pour payer la facture d'électricité, vous devez donner 1000 francs ou 2000 francs à votre enfant pour prendre le transport, pour aller payer. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire ça. Donc, ça fait... Le Bénin évolue. Le Bénin va à grands pas dans le concert des grandes nations. Donc, il faut saluer cela. Et c'est sur ce bilan que vous comptez pour 2026. Le bilan, il est élogieux. Et ce bilan, il faut le défendre. Voilà. Par contre, pour vos amis de l'opposition, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on a l'impression que vous les marquez à la culotte, les démocrates, dès qu'ils prennent une position contre votre camp sur un quelconque sujet, vous réagissez aussitôt. Les dernières réactions en date... Vous, c'est qui? Je vous donne un exemple. Voilà, ce sont celles que vous a inspiré la sortie de Noureni à Tchadi et surtout les dénonciations de Guy Mitokpe au sujet, justement, du taux d'exécution du chantier de l'Assemblée nationale, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que j'ai réagi par rapport à ces deux personnalités-là. Ce n'est pas la première fois. Oui. On est passé par cette polémique du pont de Ouamé. Vous ne citez que des sujets qui rentrent en ligne de compte de mes fonctions. Parce que c'est vous qui êtes là ce matin. Fonctions. Oui, parce que vous avez, face à ce bilan-là, on n'a rien à dire que d'organiser la polémique, d'organiser la manipulation, de dire ce qui n'est pas. Espérant que, comme le chef d'État nous avait dit, bon, ne vous intéressez pas à travailler seulement, ne vous intéressez pas à ce qui se dit, les gens finiront par comprendre par les actes. Ils étaient sur ça. Donc c'est levé, on dit, un pont qui a coûté 12 milliards hors taxes et 15 milliards toutes taxes comprises, on dit, oui, c'est 95 milliards. Et on balance ça dans l'opinion. Bon, moi, je ne suis pas un ministre conseiller des infrastructures et me tais. Parce que le chef de l'État m'a demandé, dans ce cadre-là, de mettre la lumière sur ce qui est fait. Si quelqu'un veut noircir ce qui est fait, je dois réagir. Donc, ma réaction, elle est normale, elle est légitime. Donc, j'ai rétabli. Mais depuis là, est-ce que vous avez encore entendu quelqu'un qui va parler? J'ai vu, c'est vrai que mon frère Guy Mitokpe, que les gens sont en train de travailler, je ne sais pas, les gens veulent l'amener à perdre le capital sympathie qu'il a avec le peuple béninois. Parce que pourquoi c'est à lui qu'on demande de dire des choses comme ça? Vous êtes sûr que c'est une commande, c'est souvent des commandes? Il ne le fait pas obligation? Non, je pense que les dirigeants du Parti des démocrates ont c'est pas... Ils l'instrumentalisent, c'est ça? Ils l'instrumentalisent pas. Ils ont un plan négatif contre lui. Mais Guy Mitokpe, il est suffisamment adulte pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Très averti aussi. Bon, parce qu'on peut se tromper. Et puis sa fonction au niveau du parti, ça peut se comprendre. Il est le secrétaire national à la communication. Bon, quand vous êtes secrétaire national à la communication, il faut avoir une démarche qualité. Il ne faut pas dire des choses qui fait balayer en une seconde. Une démarche qualité. Donc, pour vous, ça n'a rien de non, c'est une déclaration péremptoire, non préparée, non réfléchie. Comment ça? Alors, Guy Mitokpe dit... Justement, il s'est prononcé sur le taux d'exécution du nouveau chantier de l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Non, moi je ne veux rien savoir. Je ne veux rien vous dire aujourd'hui, mais j'ai pris ce qu'il a dit. Il a dit qu'en octobre 2023, qu'on a eu à présenter le taux d'exécution physique du chantier constitutionnel de l'Assemblée nationale. On avait dit que ce serait 70%. Et que le taux d'exécution financière, à ce moment-là, était à 69%.
Oui. Et qu'il est surpris que en mai 2025, que ce taux, le taux d'exécution physique, soit passé à 64% et le taux d'exécution financière à 46%. Donc pour lui, un taux ne peut pas quitter 70 pour venir à 64. Il a tort. C'est vrai que quand on dit ça, comment on appelle, au commun des mortels, c'est bien à entendre. C'est-à-dire l'incohérence est perceptible. Mais quand on est un parti politique... Donc, il n'a pas tort. Quand on est un parti politique, et on aspire à gouverner, il faut avoir des spécialistes maison. Et que lorsque vous faites des constats, vous mettez ça, vous envoyez ça à ces spécialistes-là pour qu'ils vous donnent un avis. Je pense que ce qu'il a dit, théoriquement, n'est pas de l'ordre de l'impossible. Vous êtes Eric. Vous avez appelé un ouvrier, un maçon, je suppose. Et à un moment donné, vous n'avez le moyen seulement de construire une chambre à coucher, un salon. D'accord? Et vous lui confiez cette construction-là. Et il commence. Un mois après, il vous fait le point pour dire que vraiment, il est à 50% d'exécution. Pendant ce temps, vous êtes à Canal 3 et puis bon, votre direction vous donne une prime inattendue. Et vous dites, ah non, moi je ne suis plus satisfait d'une chambre à coucher, un salon. Je veux en construire 2. Donc vous augmentez la quantité de travaux à exécuter. Si celui qui vous a dit la veille qu'il est à 50% d'exécution physique des travaux parce que vous lui avez confié seulement une chambre à coucher, un salon, une semaine après lui avoir confié le complément, s'il vous fait un taux d'exécution, vous allez voir que ce taux sera inférieur et comment on appelle au premier taux. C'est ça, parce que en temps, on a augmenté la quantité des travaux. Donc si moi j'avais été à la place de mon frère, parce que j'ai beaucoup de mal pour lui, parce que les gens sont en train de travailler pour qu'il soit discrédité dans l'opinion, ce n'est pas bien. J'aurais pu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Et s'il n'y a pas eu de changement quelque part? Mais il n'a pas dit ça. Il trouve un scandale. Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr qu'il n'a pas mené cette démarche-là? En tout cas, vous savez, je ne veux pas jeter trop de lauriers au ministère du cadre de vie et des transports, mais c'est des gens de rigueur qui travaillent là. Ils peuvent se tromper aussi par moment. Non. L'erreur est humaine. Une erreur aussi grossière ne peut pas émaner du ministère du cadre de vie. Aussi grossière. Si une explication n'est pas possible, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas fait d'investigation. Vous avez promis d'aller le faire, bien sûr. Votre position vous permet l'instant d'après d'avoir les explications. Oui, mais ce n'est pas Guy Mitokwe qui va me dicter. Accélérer votre agenda. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc vous allez prendre tout votre temps. Tout mon temps, mais déjà, sans demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, je sais que les gens doivent avoir des justifications. Et que le taux qui a été donné en octobre 2023 a été donné sur la base d'une masse de travaux qui doit être nécessairement différente de la masse de travaux de mai 2025 sur la base de laquelle le nouveau taux a été donné. Le mercredi prochain, on saura tout ça. D'abord, je vais les inviter officiellement parce qu'ils demandaient un audit. Il faut croiser des vous mentez. Non, on ne dit pas des choses comme ça. Quand on n'est pas sûr, on n'est pas péremptoire. Vous mentez, nous vaincrons. Ils vont vaincre quoi? Donc, franchement, mercredi, en tout cas, je vais les saisir, pas écrit, pour les inviter à venir visiter le chantier avec moi, à venir commencer l'audit avec moi. Parce que nous irons sur le terrain. Nous allons poser des questions. Les gens vont nous présenter le projet et nous justifier pourquoi on est passé de 70% à 64% en ce qui concerne le taux d'exécution physique et de 69% à 46% en ce qui concerne
le taux d'exécution. Alors, si vous pensez que la démarche n'a pas été de qualité, est-ce que, Jacques Ayadji, vous avez l'impression qu'il y a une volonté de nuire, de noircir, de peindre en noir ce qui est en train d'être fait par le gouvernement? D'abord, si c'était une démarche de bonne foi, parce que moi, ça peut être de bonne foi, il peut d'abord chercher à comprendre. D'abord, celui dont il est question, je dis que c'est un frère à moi. Il sait que je suis dans le système. Pour ne pas se tromper, il peut me dire, ah, telle personne, il y a telle situation, bon, comment? Et si je commence par le tourner en rond, il peut tirer ses conclusions. Il n'a rien fait de tout ça. Et il trouve le scandale, il trouve que c'est un crime important qui est en train d'être révéler des trucs comme ça. Je pense que c'est un mensonge qui cache des crimes politiques et qui cache des milliards, beaucoup de milliards, a-t-il dit. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut pas qu'il travaille. Il faut qu'il montre que quand il dit il, c'est au pluriel, hein, parce que bon, il parle au nom de l'organisation. Mais qu'est-ce que vous en déduisez quand on est dans sa position? Vous pensez qu'on ne voit pas? On ne doit pas dire forcément ce qui est bien fait. Moi, je ne suis pas dans leur position. Mais en tant qu'acteur politique, est-ce que... Mais par le passé, moi, j'ai eu une position du genre. Moi, je ne me rappelle pas que j'ai sorti quelque chose et en une seconde, on est venu me dire que c'est faux. En une seconde. En une seconde. Parce que moi je n'ai pas entendu. Quand moi, j'étais en voiture hier, quand je suis tombé sur la vidéo. Mais quand j'ai commencé par rire, mais mon cheval m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites rire? Il dit, mais écoutez, j'ai voulu écouter quelque chose qui n'a pas de sens. Et dès que je suis descendu, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Parce que ces trucs-là, quand ça reste dans l'opinion, ça manipule. Ça manipule et ça amène le peuple à avoir des idées qui ne sont pas vraies. Et le rôle d'un parti politique, ce n'est pas cela. C'est pas ça. Si le gouvernement voulait tricher, personne l'a obligé à dire 70%, et à revenir dire que c'est 64%. Il pouvait dire 84%. Il pouvait dire quelque chose. Non. Alors, après ce travail que vous avez fait en une seconde, vous promettez justement aller sur le terrain avec les membres du Parti Les Démocrates pour auditer et de tous les partis politiques, parce que bon, je sais pas, le mot auditer, c'est fort. D'accord. Donc ça visite de chantier, ils vont poser des questions. Justement. On va d'abord, ils vont, parce que moi j'avais déjà programmé. C'est ça. Aller là-bas dans le cadre de mes fonctions. C'est ça. Mais je n'ai pas programmé ça pour la semaine prochaine. C'est ça. J'ai un peu modifié mon programme pour essayer de le satisfaire parce qu'il est en quête d'information. Il reste un citoyen de ce pays. J'espère qu'il viendra avec moi pour montrer ça. Mais si dans cette démarche, la bonne foi, oui. Les faits donnaient raison à Guy Mitopé, vous savez comment il suis. Auriez-vous l'honnêteté de reconnaître à la face du monde qu'en réalité, au niveau du ministère du cadre de vie, on n'a pas assuré? D'abord, vous serez avec nous. Donc, je n'aurai pas le choix de cacher quoi que ce soit parce que ce serait une visite médiatisée. Donc, vous serez là. Donc, je n'aurai même pas de marge de manœuvre pour avoir l'honnêteté. Je serai confondu devant tout le monde. Mais je vous garantis que ce n'est pas possible. Les cadres de ce ministère que je connais, notre mode de fonctionnement, notre manière de fonctionner, la démarche qualité qui est la nôtre au niveau du ministère ne permet pas de tomber dans ce piège-là. Mais si vous qualifiez ces prises de position, ces sorties, ces vidéos qui sont publiées de manœuvres pour essayer de tromper un peu la vigilance du peuple, et ils pensent que toutes ces manières de faire là, le peuple en tire son salut. Si je dois, disons, citer Nourenou Atchadé, pour lui, tout ce que les démocrates font aujourd'hui, c'est au bénéfice du peuple. De quel peuple? Le peuple, le Béninois. D'abord, tous les partis politiques parlent au nom du peuple. Vous aussi au Moël Bénin? Oui, nous parlons au nom du peuple, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Ah, mais lui il va plus loin, il dit que le peuple tient son salut de la présence des démocrates au Parlement. Écoutez, d'abord, vous n'avez pas de députés au Parlement. Mais les démocrates, ce qui m'a paru curieux dans les déclarations
de Nouri Nouachadé, c'est que c'est maintenant qu'ils sont en train d'élaborer leur projet de société. Comment vous le savez? Mais c'est ce qu'il a dit. C'est le mec qui a dit ça. Mais si c'est maintenant qu'ils ont des éléments assez consistants pour le faire, pourquoi ils devraient faire ça il y a quelques... Pourquoi ça vous dérange, vous? Ça me dérange parce que au nombre des documents constitutifs de la demande de reconnaissance administrative des partis politiques, il y a le projet de société. Peut-être qu'ils sont en train de remodeler ça. Il n'a pas dit ça. Nous sommes en train actuellement d'élaborer notre projet de société. Dans la perspective de 2026, parce peut-être. Parce qu'on n'élabore pas un projet de société dans les perspectives d'une élection. C'est pas possible. Le projet de société d'un parti politique, c'est un projet de société. Sinon, si c'était un document comme ça, on n'allait pas demander ça comme pièce constitutive en 4 exemplaires à fournir pour avoir son récépissé. Donc je me pose des questions sérieusement pour savoir comment ils ont pu obtenir leur récépissé, si c'est maintenant qu'ils sont en train d'avoir... Il faut aller encore... vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un principe particulier pour avoir son récépissé. Mais c'est le monsieur même qui a dit que un document censé avoir été remis au ministère de l'Intérieur depuis après leur congrès constitutif, que c'est maintenant qu'il est en train d'élaborer ce document. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous pensez que c'est suffisamment grave pour un parti politique un parti politique sérieux ne peut pas dire ça. Il a déjà oublié que, parce qu'il était visiblement en difficulté face aux journalistes qui lui posaient des questions pour dire, bon, vous êtes... Je l'ai vu très zen, j'ai suivi l'entretien dont vous parlez. Non, on peut être zen. Où sont les éléments qui vous donnent la preuve qu'il était en difficulté? Mais lorsqu'on vous dit, bon, vous dites que ceci est mauvais, bon, si vous êtes là, quelle est votre chose là? Et il ne pourrait pas répondre. Et son échappatoire se dit que c'est maintenant qu'ils sont en train d'élaborer leur projet de société, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est très grave. Parce que le projet de société, ça fait partie de l'acte constitutif du parti. Et il est censé être déposé. Vous êtes en train là de demander au ministère de l'Intérieur d'aller fouiller également là pour voir comment ils ont... Non, je ne demande pas ça. Moi, j'ai bien compris qu'il était en difficulté face à la question de la journaliste parce que, bon, comme il critique seulement, il n'a pas de solution, il n'a pas d'alternative. Et parce qu'il n'a pas d'alternative à présenter sur le terrain, sur le plateau, il a dû dire que l'alternative est en cours d'élaboration à travers le projet de société. Je crois que ce n'est pas normal. Deuxième chose qu'il a eu à dire et qui m'a un peu fait frémir là, c'est que, bon, il est contre la manière dont le gouvernement gère comment on appelle la commercialisation du soja. Oui. D'accord. Et il est contre l'exonération. Oui, ça, c'est d'ailleurs l'exonération qu'on accorde aux opérateurs économiques qui sont installés dans la zone industrielle de Glodjigwe. Mais en même temps, il dit que c'est avec ces exonérations-là, parce qu'ils vont mettre fin à ça, ils n'ont plus exonéré, qui vont financer le reversement des AME. D'abord, comment vous pouvez être contre quelque chose et utiliser les ressources de ces choses-là pour faire le reversement. Donc, quelqu'un est en train d'être floué, un groupe est en train d'être floué entre les sojaculteurs, les AME, ou bien carrément les deux groupes sont en train d'être floués. Mais vous parlez un peu de ce qu'ils font là, vous parlez comme de... Enfin, j'ai l'impression que ils ne font tout ça que pour manipuler. Non, ils sont dans la manipulation permanente. Manipulation permanente. Sur le terrain politique, c'est de bonne guerre. Non, en fait, il faut... Vous savez, au niveau de Moël Bénin, nous avons dit que notre devise, c'est vérité, travail, patrie. Tout commence par la vérité et tout finit par la vérité. On n'a pas besoin du mensonge pour avancer. C'est peut-être un constat qu'il fait. On va rentrer un peu dans les détails pour mieux comprendre justement. Lui, Guy Métokpe a dit que, comme beaucoup dans ce régime, vous dites que c'est du mensonge ce qu'ils font. Et tout. Qui ment? De toute façon, moi... Qui est-ce qui ment dans la République? Qui est-ce qui ment au peuple? Moi, depuis là, je les confonds. D'accord? Sur quel mais je les ai confondus sur le pont de Romain, je les ai confondus sur Semen Porte Nouveau, etc. Et puis je viens d'amorcer
comment, je vais dire la confusion là, c'est-à-dire je vais également les confondre sur le dossier du siège de l'Assemblée nationale. Donc j'aimerais bien que ce que je dis là aussi, ils me confondent. D'abord, je ne suis pas à l'aise quand je fais des débats du genre où je suis seul. Je ne suis pas à l'aise. Parce que j'estime que c'est un manque de respect. Vous serez disposé à faire un débat contradictoire? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, on va. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le fait que chacun vienne raconter sa vie devant les populations. Moi, je parle aujourd'hui, il y a un auditoire qui me suit, quelqu'un d'autre viendra parler. C'est un autre auditoire, donc moi, je vais manipuler une partie, l'autre viendra manipuler l'autre. Non. D'accord. Faites des débats contradictoires. On va créer le cadre. Créer le cadre. On espère bien que l'honorable Nourenou Atchadi sera aussi bien sûr, disponible à faire ce débat avec vous. Par respect au peuple, là, il faut qu'on commence par vraiment faire les chocs des idées pour que le peuple se fasse son opinion par rapport à une réalité. Alors, il fait aussi le constat de ce qui se passe à Glodjibé, que ce n'est pas de cette industrialisation dont le Bénin a besoin. Il donne un exemple, les produits de l'usine ne sont pas accessibles aux populations en raison du coût, justement. Que répondez-vous à ça? Bon, les produits ne sont pas accessibles en raison du coût. D'abord, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'on ne vend pas ça au Bénin. On vend tout à l'extérieur. C'est ce que j'ai entendu. Il n'a pas dit en raison du coût. Mais moi, il m'est déjà arrivé d'accompagner des gens à aller acheter des t-shirts au niveau de... Mais il a dit même que les produits sont absents dans les magasins béninois, que nous produisons pour l'extérieur. D'abord, c'est pas mauvais de produire pour l'extérieur. C'est pas mauvais. Parce que nos matières premières, si on les transforme sur place, on va utiliser beaucoup de main-d'œuvre locale, mais pour aller voir, lorsque les gens produisent d'ailleurs et viennent nous vendre ici, nous achetons pour créer de l'emploi à l'extérieur. Pourquoi ils ne veulent pas le contraire? Que nous produisons ici et que les gens achètent là-bas pour financer l'emploi dans notre pays. Pourquoi ça le gêne? Pourquoi ça devrait le gêner? Moi, je ne comprends pas. D'abord, c'est faux de dire que les produits ne sont pas disponibles au Bénin. Parce que c'est disponible. Moi, je connais des gens, même des gens qui viennent de l'extérieur, nos parents de la diaspora qui sont ailleurs, quand ils viennent en vacances, ils achètent des trucs de Glodjibé pour aller offrir. Et bien, lorsque le Béninois moyen, par exemple, ne peut pas s'offrir, je sais pas, un produit sorti de la GDIZ, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez fait les investigations pour être aussi péremptoire, pour dire que le Béninois moyen ne peut pas s'offrir quelque chose de... J'explique un peu l'idée de nous réunir. Non, c'est vous là, c'est vous qui ouvrez un boulevard aux hommes politiques. Ne vous en prenez pas, nous. C'est vous qui... On va juste comprendre. On vous donne l'occasion de l'expliquer aux téléspectateurs, aux populations. Je dis simplement que les produits qui sont faits au niveau de GDZ sont vendus aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Maintenant, dit que bon... Le Béninois moyen, comment définir le Béninois? Est-ce que vous pouvez nous dire les rayons dans lesquels on peut retrouver ces produits-là, par exemple? Je ne suis pas un agent commercial de ceux qui produisent à la GDZ. C'est pour notre pays, non, pour mieux confondre. Puisque vous avez la capacité de confondre. Non, c'est pas l'objectif. D'abord, c'est des choses que vous n'acceptez pas sur les plateaux. Qu'on vienne indiquer les sources d'approvisionnement, tout ça, vous dites que c'est la publicité. Je ne suis pas venu ici faire de la publicité. Alors, il a dit également que la manière dont l'industrialisation se fait, c'est une façon de chosifier, d'esclavagiser les producteurs, les acteurs du monde agricole. Est-ce que vous comprenez quelque chose à cela aussi? D'abord, j'ai beaucoup de peine à parler de ce dossier parce que c'est un dossier très délicat. Et les acteurs politiques se mettent dans une posture de dire des choses que les populations veulent entendre. Moi, je n'aime pas cette posture-là. Moi, je préfère dire la vérité aux populations, quitte à ne pas être compris aujourd'hui, mais demain, ils seraient compris. D'abord, il ne faut pas comparer deux choses incomparables. Je vais vous poser une question. C'est vrai que c'est vous qui posez la question. On ne va pas vous aider, hein? Oui, je sais que vous n'allez pas m'aider, mais si vous posez la question, demain, quand vous les aurez devant vous, vous allez leur poser la question. Quand, avant, il n'y avait que des industries
dégrenage de coton au Bénin, là, quel gouvernement a accepté que les matières premières, le coton, là, soient vendues comme on veut? Vous pouvez répondre à cette question? Lorsque au Bénin n'avait que les industries dégrenage de coton, des industries qui ne peuvent vivre que de matières premières du coton. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas de coton brut, ils vont fermer. Est-ce que le Bénin avait laissé le coton? Est-ce que le gouvernement Yahi, Bouni Yahi, avait laissé le coton, les cotonculteurs libres de vendre leurs produits à Lomé, au Nigeria et ailleurs? Non. Un gouvernement responsable ne peut pas le faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, ceux qui produisaient le soja et autres, la caillou, pouvaient vendre ça comme ils veulent, parce qu'il n'y avait pas d'industrie sur place pour transformer ces produits. Mais à partir du moment où le Bénin, dans son évolution, a mis en place ces industries-là, il faut travailler à ce que ces industries ne ferment pas la porte. Et pour qu'elles ne ferment pas la porte, il faut que les matières premières produites sur le territoire national soient conservées pour ces... Il a voulu qu'on mette un peu de bémol, par exemple, lorsque le potentiel de ces usines-là est atteint, qu'on permette aux producteurs... Non, c'est une évolution. Au départ, on dit non, on doit laisser les populations, les sojaculteurs vendre sur le marché. Ça, on se fait pas responsable. Maintenant, on dit que oui, la tonne, ou bien le kilo est à 350 au Bénin et à 700. C'est ça, non? Oui. À 700 et à Lomé, donc on devait laisser les populations. Les populations, lorsque vous êtes leader politique, vous êtes un parti politique de gouvernement, vous devez travailler à sensibiliser les populations. Est-ce que vous vous êtes posé un seul instant la question de savoir ceux qui viennent se poster à Lomé ou bien quelque part au Nigeria pour appeler nos personnes, nos paysans, nos producteurs, pour venir leur vendre le soja à ces prix-là? Vous me posez la question, est-ce qu'au Togo, on transforme ça? On ne transforme pas ça. Donc c'est ceux qui profitaient de nos matières premières contre nous-mêmes, qui sont venus là pour tuer les industries que nous avons ici. Parce qu'ils savent que si ils font ce qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire on sait que le coût normal du soja, c'est peut-être 350, 400 et autres, mais je dis, moi, ils vendent ça à 800. Si ils vendent ça à 800, pour les attirer, mais les attirer, c'est pas l'objectif, c'est pour asphyxier les industries que nous avons mis en place ici, parce qu'ils n'ont pas intérêt que le Bénin ou l'Afrique en général rentre dans un processus de transformation de ces matières premières. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on ne doit pas aider ces gens-là. Donc, plutôt que d'avoir la posture qu'ils ont là, il faut aider le gouvernement à pouvoir poursuivre le processus. Mais ça, c'est au détriment des producteurs qui ont envie quand même d'aller vendre leurs produits. Mais je vous dis que c'est le dumping qui est en train de faire. Lorsque ils vont acheter le soja à ces prix-là, et qu'à un moment donné, nos usines ici ne trouveront plus de matières premières, ils vont fermer. Ils vont fermer. Mais non, ils vont baisser. Ils vont baisser, ils vont dire que c'est à 100 francs. Oui, mais dans cette condition-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le producteur puisse se sentir quand même à l'aise dans le travail qu'il fait, je pense que c'est là qu'il faut, si on a un parti politique qui aime vraiment le Bénin, c'est là où il faut rentrer en discussion avec le gouvernement pour voir, bon voilà, si on faisait ceci, si on faisait cela, mais venir dire, laisser les gens aller vendre ailleurs, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager la destruction ou bien l'arrêt de l'industrialisation que nous avons dans notre pays. Alors que on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir de l'emploi, on peut rien avoir si nous ne transformons pas nos propres produits. Et vous savez qu'au niveau de Moelle Bénin, notre vision, c'est le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous produisons, à produire ce que nous consommons et à consommer
ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et enrichir et notre pays pour lui permettre d'autofinancer son développement. Donc nous sommes d'accord avec cette politique de protection de nos matières premières. Et si vous prenez notre offre de législature dont vous parlez, nous l'avons écrit noir sur blanc dans cette offre de législature-là. Donc, nos matières premières devront être transformées sur place. Est-ce que vous pensez que l'option va évoluer pour que, parce que visiblement, ils se mettent du côté des producteurs, ils se mettent dans la peau des producteurs pour montrer que, pour montrer un peu ce qu'il faut faire pour alléger la tâche, pour permettre aux producteurs de bénéficier de leurs efforts. C'est le syndrome du gouverneur. Je ne sais pas si vous savez le gouverneur. Expliquez-moi. En fait, ils savent que les populations ne sont pas contentes parce que dans leur compréhension, elles préfèrent aller vendre leurs trucs à 700 que de vendre à 350, en oubliant qu'en vendant à 350 ici et en faisant fonctionner l'industrie locale, c'est leurs enfants qui trouveront à faire, c'est ceci, c'est cela, ils ne voient pas ça. C'est leur État qui aura plus de moyens pour pouvoir construire les routes, construire les écoles, etc. Ils ne comprennent pas ça. Même parti politique responsable devait expliquer ça aux populations. Vous vendez votre matière première à votre pays pour lui permettre de faire fonctionner les industries afin que ces industries puissent absorber les enfants nombreux que nous avons dans le pays qui ont des qualifications et qui n'ont pas de travail. Plutôt que d'aller vendre ça, comme on l'appelle, à l'extérieur pour qu'il n'y ait personne. Est-ce qu'on peut dire qu'à Glodjigbe, avec cette industrialisation, il n'y a pas beaucoup plus de consommation des gens qui n'ont pas d'emploi dans là encore, il a été un peu dit, par exemple, que le salaire qui est payé par aux employés qui sont à Glodjigbe, que ce n'est pas ce qu'il faut normalement pour sortir les gens du sous-emploi et tout. Et ça tourne autour de 45 000 francs qui est payé par l'État béninois, et les entreprises là-bas, la GDIZ ne complète que 7 000 francs CFA. Pour lui, en gros, c'est que ce sont les usines qui se taillent la part de l'Union. Vous savez, ça c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Vous ne voyez aucune pertinence dans tout ce qu'il a dit. C'est de la mauvaise foi. Moi, je voudrais bien que vous l'appeliez, qu'il s'asseye là et que nous asseyons ici pour faire le débat. On va faire le débat. D'abord, je vais vous expliquer, parce qu'ils ont fait circuler une vidéo dans le pays. Un monsieur a dit oui, que lui, il travaille, on lui paye 52 000, et puis c'est 45 000 francs qui est payé par l'ANPE, et 7 000 francs par chose là. Lorsque vous êtes étudiant, et vous êtes dans une école, et l'État vous donne une bourse, est-ce que la bourse, c'est un salaire? Évidemment, c'est pas un salaire. Alors, dans ceux dont ils parlent là, et ils exhibent ça, c'est des apprentis. Des apprentis. Parce que c'est passé. Lorsque les usines ont été créées, ils ont besoin de profils donnés. Ces profils, nous ne les avons pas. Si l'État devait les laisser comme ça, ils iront recruter ailleurs. Donc nous allons utiliser nos ressources, avoir nos matières premières, et pour les transformer, n'allons pas créer de l'emploi à nos frères, on ira chercher la main-d'œuvre ailleurs. Le gouvernement a dit, bon, moi, je vais envoyer des gens en apprentissage chez vous. Donc vous les formez pendant 8 mois ou à 1 an. Et si vous estimez qu'ils ont la main, vous les recrutez maintenant. Donc ceux dont ils parlent là, c'est des apprentis stagiaires que l'État envoie en formation au niveau de ces unités et industrielles. paye. Parce que ces unités sont en train de former ces gens-là pour pouvoir les recruter à la fin de la formation. Alors vous avez effectué lorsque non, laissez-moi finir, c'est ce que vous faites et puis on n'explique pas les choses correctement. Oui, vos développements inspirent d'autres questions. Oui, mais si on développe, vous allez me relancer, mais ne me relancez pas quand je suis dans un élan pour... Si un chef maçon ou un chef peintre et autres là, recrute un apprenti et il a un chantier qui verrait, l'apprenti ne travaille pas avec lui, est-ce que l'entreprise, l'apprenti qui travaille avec lui devient de fait un salarié? Il faut que ces gens-là disent des choses sérieuses.
Si l'État paye, ce n'est pas un salaire, c'est une allocation d'apprentissage. Les 50 000 là. D'abord, la GDZ ne paye rien. C'est l'État qui paye 100% de ce que ces apprentis... Il a dit 45 000 francs pour la NPE et 7 000 francs c'est faux. La GDZ. C'est 50 000 francs. Il est sous-informé alors. Non, les gens il ne cherche pas à avoir les vraies informations avant de se lancer dans l'opinion. C'est des apprentis qui sont d'accord avec moi qu'un apprenti, ce n'est pas un salaire qu'on lui donne. Moi, j'ai été boursier dans ma vie, aussi bien ici que ailleurs. On donne des bourses. Ce n'est pas un salaire. Des allocations. Des allocations. Donc, est-ce que quand il vous parlait là, quand il faisait son émission, est-ce qu'il a eu l'honnêteté de dire que ceux dont il s'agit là, c'est des gens qui sont en apprentissage? Il faut qu'ils sortent maintenant des gens qui ont fini le processus d'apprentissage et qui sont des salariés de ces industries et publient le salaire, on va voir. D'accord? Donc, faites attention à ce que ces gens-là disent parce que devant le président Talon, il les rend fous. Parce que son bilan est tellement parlant qu'ils n'ont plus rien d'autre à dire ces trucs-là qui ne sont pas vrais. Sérieusement, il les rend fous? Oui, il les rend parce que si on n'a pas de problème, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est en apprentissage. Et d'abord, le fait de payer, que l'État paye des allocations à des travailleurs qui travaillent pour des entreprises privées, là, est-ce que ça date de... C'est seulement le gouvernement de la rupture qui a fait ça? Les paies insertion qu'on faisait là. Parce que les gens sortent, quand vous voulez demander du travail, on vous demande un CV, on demande une expérience professionnelle, et l'État, le gouvernement successif, pour permettre aux diplômés d'avoir une expérience professionnelle avant, d'après, pour trouver un premier emploi, il y avait une politique de pré-insertion. Et on demandait aux entreprises, évidemment, recruter les gens, faites les travail, moi je les paye pendant 1 an, pour leur donner la meilleure expérience. Ça se faisait, non? Et pourquoi aujourd'hui que le gouvernement met en place une industrie au Bénin? Et parce que nous n'avons pas des compétences, des profils dans le domaine des textiles. Qu'on envoie des Béninois qui n'ont pas ce profil-là, n'ont pas ces compétences pour les former. En quoi c'est une mauvaise chose d'envoyer des gens en formation et de leur donner une allocation? Ben, on vous aura compris, Eric, cas, puisque vous êtes disposé à faire ce débat, on va faire aussi la démarche à l'endroit de l'honorable Noroumi Atchadé. Mais s'il refuse, il faut venir dire aux téléspectateurs de refuser. Parce que maintenant, le temps de faire des monologues là est terminé. Ces monologues, moi je veux bien dans le secteur qui est le mien, infrastructure et cadre de vie, que s'ils ont des choses qui viennent, qu'on fasse le débat. Je vais être confondu sur un plateau de télévision devant le peuple béninois. Mais rester quelque part et lancer des choses, bon, le boulevard de la Marina a coûté 35 milliards pour 5 km, des trucs comme ça, et 95 milliards ici, quelque chose là-bas, taux d'exécution, tout ça là, vous mentez, tout ça. Non. Sur ce plan-là, si vous rendiez, disons, public, toutes les dépenses qui sont faites dans ce domaine-là, est-ce que ça ne vous allégerait pas la tâche? Vous n'étiez pas dans le groupe qui était avec moi là, lors de mes dernières descentes. On est allé sur le chantier Sémé-Porte-Nouveau. Oui. Et dès que nous sommes arrivés, on a commencé par nous distribuer une plaquette à tous ceux qui sont arrivés. Et cette plaquette-là a des informations précises. Tout ce qui est entreprise, bureau de compte, le coût, tout est donné. On ne cache rien. Et faites-le pour tous les chantiers. Tout, systématiquement on le fait. Tout, depuis 2016. Depuis 2016, on le fait. Moi, je n'ai pas encore fait un visite de chantier où on n'a pas distribué à la presse un document qui porte le coût des travaux. Mais vous ne faites pas focus sur ça. Vous faites focus sur autre chose. Les gens disent pourquoi on ne fait pas un panneau de chantier et qu'on met le montant du marché. On y était habitué aussi. Comme ça se faisait avant. Nous, on a refusé de faire ça. Et pourquoi? On a refusé de mettre les montants des chantiers sur les panneaux de chantier. Parce que c'est des montants indicatifs.
C'est pas stable. C'est pas parce que vous avez dit qu'un chantier va coûter 12 milliards, qui coûtera 12 milliards, il peut coûter 10 milliards, comme il peut coûter 15. À la fin. À la fin. Donc, ce n'est pas pertinent de mettre un chiffre sur un panneau dont on sait déjà que c'est un chiffre indicatif. Ben voilà. Donc, mais personne ne cache rien du tout. Jacques Ayadi, nous allons boucler cette émission. Votre mot de la fin. Ben, je suis très content de faire cet exercice avec vous. Je n'ai pas vu le temps passer. Mais j'ai toujours, comment on dit ça, je suis toujours sur ma faim, ou bien sur ma soif, parce que je suis seul à parler. D'accord. On va vous retrouver. Nous allons trouver. On va vous trouver un vis-à-vis. Ça va être un très grand moment de télé. Un vis-à-vis digne. Comment on arrive à reconnaître un vis-à-vis? Moi, je ne veux pas faire un débat avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Si je veux faire un débat sur le domaine des infrastructures, vous savez que je suis un spécialiste confirmé des infrastructures. Je veux avoir en face quelqu'un qui comprend mon langage. Je ne veux pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Allez, nous vous promettons, nous allons checker. Je ne ferai pas un débat avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Vous apportez un vis-à-vis de bonne facture. Oui, c'est cela. Merci. Ceux qui parlent des taux sans précaution, c'est ceux qui n'ont pas de spécialistes infrastructure à l'intérieur. Vous l'avez suffisamment dit. Ouais. Merci. Omolade Khodonosuru Jacques Ayadi, ministre conseiller du président de la République aux infrastructures et au cadre de vie. Il a passé une heure avec nous, un peu plus pour nous éclairer sur un certain nombre de sujets qui alimentent les débats dans la République. J'ai fait cet exercice avec Éric Guédénon, avec la complicité technique de nos réalisateurs, de toute l'équipe de l'autre côté. Alors, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci, monsieur le ministre, et à nous revoir. Vous avez préféré chuter avec monsieur le ministre, alors que vous me recevez en tant que président de Moël Bénin. Ben, Moël Bénin, monsieur le ministre, tout ça... On a épousé les deux profils de cette émission. Allez, on se reprend dimanche prochain avec le même plaisir. Merci.